C'est bon. Salut à tous, vous m'entendez bien? Normalement, c'est bon. Tu peux dire quelque chose, Doc? Salut à tous. Bon, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Ben nickel, écoute, semaine très riche, à une semaine de la rentrée, dernière semaine des vacances. Enfin, moi je reprends plus tard, mais on va dire que c'est la dernière semaine officielle. Donc pas mal de choses à dire, hein, il me semble, pour cette semaine qui a été plutôt riche, surtout au niveau de la politique en France et d'un certain possible candidat. Donc on va en parler, j'imagine. Ouais, c'est sûr que ça a pas mal fait parler. Salut Négatif, salut Arto, salut Echo, salut J, salut tout le monde. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, tranquillement, riche en actualité, hein. Salut Bandino. J'espère que vous êtes prêts aussi pour la rentrée. Je sais pas si il y en a beaucoup d'entre vous qui font leur rentrée bientôt, qui commencent une activité ou qui rentrent tout simplement de vacances. Bonsoir Paris. Non, je ne le chantonnerai pas, fils de flûte, bien essayé. Donc oui, alors semaine un peu, enfin pas mal riche en actualité, j'ai envie de dire. Il s'est passé pas mal de choses, surtout du côté de notre champion, d'Éric Zemmour. Puisque, il était à l'université d'été d'Objectif France. Mais, surtout, on va peut-être commencer par est-ce qu'on est sur la plateforme Twitch? Exactement. Mais surtout, on va commencer par, finalement, la news, un petit peu plus marquante, on va dire plus marquante, on va dire un truc, un fait marquant et important, c'est que le dernier livre d'Éric Zemmour, donc, s'arrache. Donc, il est en top 1, je crois qu'il est premier dans le top des ventes sur Amazon, il a détrôné le dernier livre, je crois, d'Amélie Nothomb, si je me plante pas. Donc voilà, ce qui est quand même une sacrée performance. On sait que les livres d'Éric Zemmour ont quand même tendance à se vendre comme des petits pains. On se souvient du Suicide français qui s'était vendu à 500 000 exemplaires, j'imagine que c'est nettement plus. J'avais entendu 700 000, je sais pas si c'était quelque chose de fondé, mais enfin c'était pas mal. Et donc là, voilà, déjà en top. Il a aussi donné une interview pour Actualité. Donc on a l'interview disponible directement sur le site actualité.com. Comment je suis devenu éditeur. Je pense que vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On va pas s'attarder trop longtemps là-dessus parce que ça reste des trucs assez techniques finalement sur le milieu de l'édition et sur l'univers du livre évidemment. Donc je vous invite à aller regarder cette interview qui est vraiment pas mal. Et du coup, autre chose, là, l'université d'Objectif France, et aussi, toujours en lien avec l'actualité d'Éric Zemmour, c'est, je pense, comment dire? Le retrait de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau de la primaire de la droite. Donc, j'ai mis les tweets devant vous qui sont un événement marquant, donc ça touche pas directement Zemmour, mais quand même, voilà, ça a un certain impact puisque ça lui laisse un sacré boulevard, on va pas se mentir. Donc on a ces fameux tweets: «Être candidat à l'élection présidentielle, c'est une décision que l'on prend non pas parce que l'on en a simplement l'envie, mais parce que c'est un moment où on se sent en situation de rassembler son camp et de réunir les Français. Je considère que pour moi ce moment n'est pas venu». Donc Laurent Wauquiez affirme qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle ni à la primaire de la droite. Ce choix, je le fais aussi parce que je ne veux pas ajouter de la division à division. Les candidatures à la présidentielle à droite se multiplient de façon inquiétante. Et certains candidats expliquent même qu'ils se présenteront sans accepter de règles communes. Donc je pense qu'il fait référence à Xavier Bertrand, avec qui il n'a pas vraiment d'atome crochu, quoi. La liberté que je prends aujourd'hui, je la mettrai au service de ce que je crois utile pour mon pays. D'abord, œuvrer pour l'unité d'une candidature à droite, ensuite, veiller à ce que la droite assume clairement et fortement ses convictions. Wauquiez a raison, tu dis Artaud, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, je veux dire, on se rejoint à peu près tous sur un bonhomme, un candidat potentiel. Donc Laurent Wauquiez qui ne se présente pas. Pareil pour Bruno Retailleau, deux profils assez différents, même si quand même bien appréciés à droite, véritablement à droite. Qu'est-ce que tu peux en dire, Doc? Qu'est-ce que tu penses finalement de ce retrait de Wauquiez et de Retailleau? Je pense que Laurent Wauquiez est très pragmatique, voire même machiavélien, si tu veux. Ouais. Il sait que là, c'est le rendez-vous manqué une fois de plus pour les Républicains. Il en est parfaitement conscient. C'est un homme qui est, à mon avis, suffisamment intelligent, même si, on va dire, il simule une forme d'ignorance où il a tendance à, tu sais, ne pas se montrer aussi intelligent que ce qu'il est vraiment, mais il l'est. Ouais. D'ailleurs, on peut voir que c'est un bon gestionnaire, hein, au niveau de la région.
Il fait un travail qui est assez remarquable. Moi, d'ailleurs, ben, je le sais puisque je suis à Lyon. Mais il Et est d'ailleurs, connu c'est pour sa tenue de la région, qui est et, dite et il a un rôle, exemplaire. c'est ça. Et il a un rôle important parce que dans la région, il permet aujourd'hui de limiter la casse donc, du maire de Lyon. Donc, vraiment, on peut pas. Tu vois, il fait partie de. C'est rare les républicains que vraiment j'apprécie et que après de là à voter pour lui, il faudrait voir avec le temps, tu vois, mais Ouais. vraiment je l'apprécie d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une droite un peu plus identitaire, un peu plus à droite. Presque Lui, plus souverainiste au final, même s'il est chez c'est LR. ça. C'est ça. Et puis, donc non, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que là, ça va être le rendez-vous manqué une fois de plus pour les Républicains. Il veut pas griller ses cartes trop tôt, donc ce qu'il fait, c'est qu'il laisse. Moi, je vais même te dire, je vais te dire ce qui va se passer chez les Républicains. Mhm. Ils vont tous y aller. Ça va être donc la foire d'Empogne, ils vont tous se présenter. Ça va être donc un échec cuisant. Ils vont quand même trouver un candidat qui vont les représenter donc, pour les élections présidentielles. Dans tous les cas de figure, Xavier Bertrand va y aller. Donc on va se retrouver avec un ex-candidat, enfin plutôt un ex-LR qui est candidat et le candidat officiel des Républicains. Résultat, ils vont perdre, comme depuis 10 ans maintenant, hein, ils sont imposés à ça. Coutumier du fait, Et ouais. Laurent Wauquiez va ensuite revenir sur les cendres du parti et dire je suis l'homme présidentiel, maintenant c'est fini, vous m'avez pas donné une chance la première fois, puisqu'il faut rappeler qu'il a quand même été éjecté un petit peu Mhm. de la présidence des Républicains. Et il va revenir, il va dire voilà, maintenant c'est fini les conneries, je suis l'homme présidentiel, je suis l'homme providentiel, pardon, je reviens. Et c'est moi maintenant le candidat unique qui va faire une Sarkozy en fait. Il va redire c'est moi qui vais réunir tout le monde. C'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il va faire d'ici quelques années. Il attend juste qu'il y ait une déflagration à droite. Il sait très bien que les Républicains ne gagneront pas et c'est pour ça qu'il n'y va pas d'ailleurs lui-même. Il a très bien Ouais. compris qu'il n'avait aucune chance. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque c'est l'homme le plus intelligent des Républicains qui n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils ont aucune chance. Donc en fait, c'est logique. Et Bruno Retailleau, je pense que par contre, pour le coup, vraiment, lui, il a aucune chance, mais de A à Z, hein. C'est-à-dire que, non, mais vraiment, hein, je le pense honnêtement, c'était l'imminence grise de Fillon, Ouais. ça a jamais Mais été. justement, c'est peut-être là parce que tu dis qu'il a aucune chance. Moi, je serais pas si sûr honnêtement parce que Fillon a quand même été une surprise et le type Retailleau est vraiment réputé chez les LR comme une figure finalement filloniste, un bras droit de Fillon vraiment exemplaire. Donc je serais pas si catégorique là-dessus, mais je comprends. Ce qui est important en politique, c'est animer une forme de virilité et de charisme. Alors, il y en a qui pourraient dire, ouais, Zemmour, c'est pas le cas. Mais si, Zemmour a en fait une personnalité qui est très virile dans ses prises de parole, dans ses positions, qui n'a pas changé donc, depuis des décennies. Donc, vraiment, il a ce côté-là, Zemmour. Que n'a pas, par exemple, donc, un Bruno Retailleau, mais que peut avoir, par contre, un Laurent Wauquiez. Tu Hmm. vois? Ouais. Donc, alors, peu réducteur de voir ça que par le biais du physique et du charisme, mais c'est aussi comme ça qu'on gagne les élections en fait. Il n'y a pas que des histoires, tu sais, de oui, mais il est apprécié par un tel ou Ouais. quoi. Et non, je pense, à titre personnel, je trouvais pas que c'était un très bon orateur aussi. Oui, non, mais Ça, après, j'ai jamais dit que c'était un bon orateur. En effet, face à Vauquier. c'est un avis personnel. Et je pense pas qu'il a la culture aussi de Wauquiez, tu vois. Mhm. Après, je peux me tromper encore une fois. Mais pour moi, voilà, je te dis, ce qui va se passer, c'est ça. Il va y avoir donc une multiplication des candidats chez les Républicains. Xavier Bertrand va y aller quand même. Donc, aucun candidat les Républicains ne va gagner les élections présidentielles. Et Laurent Wauquiez va arriver sur les cendres du parti et dire, écoutez, c'est fini les conneries, on a perdu depuis 10 ans. Je suis là pour vous faire gagner et maintenant, ça va être que moi. Donc, d'ici 5-6 ans, ça va être même bien avant, Laurent Wauquiez qui va reprendre la tête du parti. Il va peut-être même faire une épuration, c'est probable, et ça sera lui le candidat, et ils arrêteront avec ce système de Alors, primaire. ouais. Alors, ça, qui- ça, 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 pour le coup, oui, ce système des primaires, etc. Mais pour le coup, bon, alors évidemment, ça dépend du résultat des élections de 2022, évidemment. Si typiquement Éric Zemmour se présente, si Éric Zemmour va jusqu'à la victoire, je sais pas si ce scénario restera viable, évidemment. Mais, Oui, euh, oui. mais le coup de Vauquier qui vire les centristes, pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas fait lorsqu'il a pris le parti? Il l'a pas fait. Il Parce s'est que, entouré de Virginie Calmels, ancienne jupéiste. parce que
tu vois, à l'époque, il n'avait pas la légitimité à ce moment-là. Et là, le problème, c'est que le parti ne survivra clairement pas en fait à une autre défaite, clairement. Là, Oui, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, un parti, c'est quand même une machinerie, il y a des militants, etc. Tu prends par exemple le Front National, certes, ils n'arrêtent pas, on va dire, de perdre, mais ils ont quand même encore des militants, ils se sont retrouvés au second tour, donc ça leur donne une légitimité, une ossature. Si là, les Républicains échouent encore une fois, et moi je crois véritablement qu'il n'y aura pas de candidat les Républicains au second tour, ben on va mmh, vers la mort du parti. Donc le parti sera aux abois, il y aura de toute façon des gens qui vont partir, il y aura de nouveau, si tu veux, un renouvellement. Et je pense qu'à ce moment-là, il prendra les devants. De toute façon, c'est dans son intérêt de virer les centristes, puisque pourquoi? Si Zemmour se présente, et je suis sûr que Zemmour va scorer, il va enfin comprendre, les républicains vont enfin comprendre depuis 10 ans qu'en réalité, les gens ne votent pas pour eux parce que c'est la fausse droite. Donc c'est soit il montre qu'il fait une épuration, il vire les centristes et il se place comme le seul et unique chef et il a une chance de sauver le parti, soit ils reproduisent le même schéma qu'ils ont reproduit déjà depuis 10 ans et ils continuent de perdre même aux prochaines élections, etc. Donc, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour le comprendre. Alors c'est sûr, hein, il va y avoir de la casse, hein, le divorce, il va être terrible. mmh. Mais c'est le seul moyen qu'il a pour s'assurer une possible victoire, Laurent Wauquiez. Donc, on verra, tu vois. Après, peut-être que je me trompe complètement. C'est possible, hein, la politique française, c'est House of Cards, version fois 1000, tu vois. Donc, on peut être étonné. Mais je crois véritablement que. Je pense aussi, pour finir vite sur ça, je pense que Laurent Wauquiez entretient une forme de frustration. Il y a comme un acte manqué, si tu veux, avec le fait qu'il ait été viré donc, de la présidence du parti. Pourquoi? Parce que même à l'époque, j'étais encore relativement proche des Républicains et j'entendais quand même beaucoup de jeunes qui se plaignaient donc de son départ. Il y avait vraiment comme si ça n'aurait pas dû avoir lieu, si tu veux. D'ailleurs, Ouais. honnêtement, ça n'aurait pas dû avoir lieu parce que quand tu as le mollasson Christian Jacob qui a le charisme d'une moule marinière, tu fais pas chef de guerre qui part en victoire. Mais je veux juste faire une petite parenthèse sur quelque chose, si tu me le Mmh. permets. Vas-y, vas-y. C'est c'est sur le système des primaires. On a voulu en France s'inspirer du modèle américain avec des primaires, sauf qu'on n'a pas du tout, on va dire, les mêmes institutions, les mêmes rouages constitutionnels. Donc, on a voulu faire des primaires, que ce soit donc chez les Républicains, chez le Parti socialiste. Sauf qu'aux États-Unis, pourquoi ça marche? Parce que les candidats de la primaire, quand ils se perdent, il y a donc le congrès du parti, que ce soit chez les démocrates ou chez les républicains, et il y a une sorte d'élan où on porte au pinacle le vainqueur, même s'il nous a détruit pendant les débats, même s'il nous a ridiculisé. On l'a vu notamment avec Trump, ils l'ont quand même, dans leur grande majorité, tous soutenu. Et en France, on n'a pas ça. Ça fait que chez les républicains, on sait très bien comment ça va se passer. D'ailleurs, on voit que ce qui est marrant, c'est que quand ils ont fait leur campus, ils n'ont pas arrêté de répéter ne vous en faites pas, ça va pas être la division, ça va pas être la division. On dirait la méthode Coué, tu sais, pour t'auto-persuader. Ouais. Parce que c'est bien qu'il y a tellement des égos surdimensionnés dans ce parti que quand en fait il va y avoir le gagnant de la primaire, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des gens qui vont se présenter de toute façon, ça va mal parler, ça va les lâcher, ça va. Et puis même, ça va être, tu sais, du soutien mais fictif, quoi. Ouais, ouais, je vois. Je mets deux tweets, mais en fait, on ne fait pas marcher les réseaux, on ne fait pas marcher les militants. Donc, en fait, on va vers une division programmée de chez les Républicains et on va donc vers leur défaite de facto. Ouais, alors moi, là où pour le coup, je reprends un petit peu les propos d'Alain Nouzy, justement, sur le chat, qui dit: «Le problème des LR, c'est leur allégeance à Sarkozy». Ça, je pense que c'est une partie du problème. C'est que le parti reste noyauté par on va dire, ouais, des personnes qui sont plutôt sur la ligne sarkozyste. Les autres se sont barrés. D'ailleurs, au final, la raison pour laquelle il n'y avait pas eu ce duel Sarkozy-Juppé en 2017, enfin, les primaires de 2016, Nouzier, désolé, pas Nouzy. 2016, c'était tout simplement puisque finalement c'était à la droite et non pas simplement à l'appareil, et donc finalement les voix de droite s'étaient mobilisées. Et ensuite, pour ajouter à ça, euh,
Un deuxième problème, je pense, et c'est là où moi je suis en désaccord, je pense pas que Wauquiez reprendra le parti ensuite, je pense que le parti va juste, continuer, en fait. Il va poursuivre, mais il va devenir un petit peu comme ce que pouvait avancer Éric Zemmour, un parti de notables. C'est-à-dire qu'il va avoir de bons élus, des élus de bonne qualité avec lesquels il faudra probablement broder, mais qui n'aspirera pas à plus que simplement avoir 2 ministres, avoir, des élus, avoir, une région, avoir voilà, ce genre de choses, puisque c'est des personnes qui sont formées quand même et ils ont des bons cadres, c'est quelque chose qu'on peut pas leur reprocher. C'est vrai, c'est vrai. Je finis juste sur un truc, Vas-y. je permets juste de rebondir très rapidement sur Nicolas Sarkozy. Ce qu'il faut Ouais, comprendre, c'est que c'est l'homme qui a détruit la droite et les républicains. Parce qu'il a tout mis en place pour qu'en fait, ça soit que lui. Tout a ouais, été construit autour de sa seule et unique personne. On l'a bien vu pendant la primaire, il a mis des bâtons dans les roues de Fillon, il a mis des bâtons dans les roues de Juppé dès que lui, il a été sorti du jeu. Donc, je pense véritablement que les hommes et les femmes de droite doivent véritablement en vouloir en fait à Nicolas Sarkozy parce qu'à cause de lui, on a raté la fameuse révolution conservatrice de 2007 où à ce moment-là, il était possible de faire des tas de réformes qui auraient pu limiter la casse de notre pays et je pense que des Français ne seraient pas aujourd'hui morts, je le dis clairement, s'il y avait une politique beaucoup plus courageuse qui aurait dû être menée donc, par Nicolas Sarkozy. Et maintenant, je le dis ouvertement, c'est une personnalité qu'il faut donc ouvertement critiquer et il ferait mieux de continuer à écrire des livres dans son fantasme pour raconter son mandat, son seul et unique mandat puisqu'il n'en fera pas d'autres et à aller chez Audible, tu sais, pour faire son petit livre audio. Voilà, non, mais vraiment, je le dis parce que je trouve que c'est une personnalité que à droite, on n'a pas assez de courage de critiquer. Alors que véritablement, tu vois, pour moi, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais il faut en vouloir à Sarkozy parce que il fait partie de ceux qui ont mené notre pays à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à sa ouais. perte. Parce que on ne peut pas en vouloir à des personnalités qui n'ont pas accédé au pouvoir. Nicolas Sarkozy a été président de la République en 2007. Il avait été porté par quand même un élan populaire assez important. Il aurait pu avoir la légitimité de mener des politiques courageuses, ambitieuses. Il ne l'a pas fait, donc il continue à aller chez Audible, faire ses livres audio. On ne veut plus le voir, lui, maintenant. Je te le dis sincèrement. Ouais, Voilà. bah, là, pour le coup, je suis assez d'accord. Alors, on peut un peu dire les deux, en fait. Parce qu'à la fois, on peut dire que Sarkozy est le destructeur, on va dire, de la droite, celui qui a un peu détruit le parti, etc. Mais au final, est-ce qu'il n'a pas juste révélé le vrai visage des Républicains et donc de l'ex-UMP? Quelqu'un Ouais. vient de le citer, les gens ont pensé retrouver voilà, non c'était et depuis tout le monde fait comme lui, la droite dure en campagne et le centre au pouvoir. C'est exactement ce que disait, je veux dire c'est un truc qui date même de Chirac et cetera. C'est-à-dire Pasqua disait, ils apportent en tout cas, l'UDF et le RPR, ils apportent les élus et on apporte les électeurs. Donc c'est vraiment comme ça et finalement il a un petit peu dévoilé la supercherie puisqu'il a vraiment mené une campagne à droite qui était populaire, et qui a attiré, qui a vidé d'ailleurs le Front National, qui attirait beaucoup de personnes de la France périphérique, même si c'est pas le truc qui était, il n'y avait pas de gilet jaune encore à l'époque, mais c'est déjà quelque chose qui était présenté comme ça. Et finalement, il a dévoilé un peu la supercherie, ce qu'était le parti, les Républicains, UMP à l'époque, quoi. Donc on peut à la fois lui reprocher et le remercier, quoi. De toute façon, la droite gagne quand elle s'assume. Puisque la Ouais, campagne de 2007 a été notamment menée par Patrick Buisson. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Patrick Buisson, c'est un Maurassien. Il vient d'une droite assez dure, assez souverainiste. Et donc, traditionnaliste. traditionnaliste même. Donc, quand la droite s'assume, elle gagne. Il y en a beaucoup qui disent non, il faut que la droite, en fait, elle soit du centre droit pour vraiment récupérer du monde. Non, ce n'est pas vrai. Mhm. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la droite de gagner? C'est notamment, bon, déjà, c'est elle-même mais c'est aussi le Front National qui siphonne un nombre de voix juste impressionnant, d'autant plus depuis ces dernières années. Donc il faut que si la droite veut gagner, elle s'assume. Qu'elle n'hésite pas vraiment à aborder des thèmes difficiles et qu'elle aille jusqu'au bout. Là, j'ai vu encore Valérie Pécresse qui disait moi, je me battrai toujours contre l'extrême droite. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours, tu sais, les mêmes poncifs, le même, comment on pourrait appeler ça, épouvantail qu'est l'extrême droite, alors que c'est pas ça aujourd'hui la menace en France. Donc on voit qu'elle veut plaire, tu sais, à un électorat de bourgeois parisiens, de centre droit qui était à l'UDI, mais en fait, tu gagnes pas des élections sur ces pleutres-là, en fait. Ça, c'est ce qu'ils doivent vraiment le comprendre, les républicains. Mais ils Ouais. ne le comprendront pas parce que
ils ont pas de couilles en fait, mais je le dis honnêtement. D'ailleurs, Chirac leur disait, Chirac, leur père fondateur, disait c'est le seul organe qui ne se greffe pas par manque de donneurs. Ben, eux, Ouais. leur vrai en tout cas, tu vois, parce que c'est tout ce qui leur manque. Ils ont les réseaux, ils ont les financements, ils ont, on va dire, enfin, ils avaient, parce qu'ils l'ont plus, mais tu sais, ils ont la légitimité historique, et malgré tout, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Par manque d'ambition, par manque de courage politique, en essayant toujours, tu sais, de vouloir plaire à la gauche, de flirter avec la Ouais. gauche. On Ils en ont une revient espèce à, de complexe de on ce en revient niveau-là. à Sarkozy, qui récemment, j'ai vu ça il y a 3 4 mois, était sur le plateau de Quotidien. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ils n'ont cessé de te dénigrer pendant toutes tes années de ton mandat. Pourquoi tu vas chez eux, en fait? Ça n'a pas de sens. Tu sais, Ouais. il y a chez cette droite ce complexe qui est le suivant, c'est autoflagellation, mais pourquoi on n'est pas accepté par la gauche? On veut être vos amis. Non, on ne veut pas être vos amis, vous êtes nos ennemis politiques. Il faut lutter contre vous, il faut désigner l'ennemi. La politique, c'est l'art de désigner l'ennemi. Si tu ne désignes pas l'ennemi, tu ne gagnes pas là, hein, les combats politiques. C'est tout, puisque c'est la notion d'ami et d'ennemi de Carl Schmitt. Donc à Ouais. partir de là, la droite qui essaye de vouloir plaire, de vouloir faire fantasmer une partie de la gauche, est directement menée à la ruine, en fait. C'est mathématique, c'est tout. Donc, bon, c'est vrai que d'un côté, on parle de Sarkozy, mais finalement, on va revenir un petit peu sur Zemmour, qui a fait aussi, du coup, comme je disais, l'université d'été d'Objectif France, donc où il a fait quelques prises de parole médiatiques. Donc, je vais les diffuser, donc tu les entendras pas, Doc, mais au pire, de toute façon, je vais les commenter. Donc, je lance la vidéo, allez-y. L'amuser d'éluder Donc, c'était sur BFM TV, c'était hier, hein, c'est ça, c'était cette hier. question de sa candidature. Alors il joue beaucoup sur l'ambiguïté, même si clairement la question c'est surtout quand il l'annoncera, l'envie d'avoir envie. Voilà sa réponse en chanson avant de nous le dire plus explicitement. Oui, il en a envie avec un appel du pied très clair à droite. Marine Le Pen, tout le monde a compris qu'elle ne peut pas gagner. Les candidats à la primaire, ils ont peur de moi. Et Laurent Wauquiez, c'est dommage qu'il ait renoncé parce qu'on partage beaucoup. C'est ce que nous dit Laurent Wauquiez. Écoutez. Vous en avez envie, l'envie vraiment d'unir ces droits dont vous avez parlé? Alors, ça, oui, j'en ai envie, mais vous savez, je m'évertue à le faire depuis des années. Je veux dire, tous mes livres, moi, vous verrez, si vous venez dans mes salles, quand je présente mes livres, ça fait 10 ans, il y a des gens du Rassemblement national, du Front National ou du Rassemblement National, il y a des gens de LR. Robert Ménard, pendant des années, il m'a Donc là, il parlait finalement de l'union de la droite. Bon, là, il passe à un autre sujet, donc je cut parce que là, il passe au sujet Ménard, hein, le sujet Ménard qui est un sujet un petit peu tendu à aborder, un petit peu compliqué. Donc finalement, il montre simplement là, en disant ça, que l'union des droites, c'est lui. Les électeurs RN, les électeurs LR, les abstentionnistes, les gilets jaunes, tout ce que tu veux, les déçus du RPR, les déçus même du RN, eh bien, vont chez lui en fait, simplement parce que c'est lui, c'est une figure qui reste très consensuel au sein de la droite, et une des droites, c'est lui. Donc ensuite, il passe évidemment à ce taunt sur Robert Ménard, donc je laisse écouter. incité, encouragé, je dirais presque supplié d'être candidat à la présidentielle. Il me disait que j'étais le meilleur, le seul, que j'étais celui qui pouvait tenir le flambeau. Marine Le Pen Donc là, évidemment, il retourne sur l'affaire Ménard, enfin l'affaire Ménard, si on peut appeler ça une affaire Ménard, mais en tout cas sur ce qui s'est passé ces derniers mois, puisque Robert Ménard, j'imagine que vous l'aviez tous entendu, était quand même particulièrement fan de Zemmour, hein. Je pense qu'il aurait pu prendre son adhésion à Génération Z et probablement faire campagne le plus fort possible. Le Ménard Gate, exactement. Et finalement, il a retourné sa veste quand même, malgré des tacles assez violents à l'encontre de Marine Le Pen. On se souvient, il disait qu'elle était nulle, qu'elle pouvait pas gagner. Il a dit qu'elle était nulle, je crois, une fois dans l'heure des pros. C'était vraiment assez violent. Et finalement, il a retourné sa veste pour des intérêts probablement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit, c'est ce qu'on peut entendre. Je sais pas ce que t'en penses le doc de Robert Ménard. T'en penses quoi de ce type-là? Alors, moi, Robert Ménard, c'est une personnalité que j'apprécie Ouais. en tant que maire parce que je trouve qu'il a mené une bonne politique dans sa ville qui est Béziers. Donc, je le valide vraiment par rapport même à ce que les gens peuvent me dire de Béziers. C'est pas très loin de chez moi, donc j'ai eu des échos. Comme quoi, vraiment, contrairement à ce que certains veulent te faire croire,
Il y a dans toute la ville vraiment un profond respect pour Robert Ménard, à quelques exceptions près, puisque à chaque fois il est élu avec des scores de dictateur africain. Donc franchement, il est aimé. Et il mène une bonne politique dans sa ville. J'ai acheté il y a quelques mois son livre qui s'appelle Thérapie de choc, que j'ai trouvé très bon, parce qu'il donnait notamment des propositions qui étaient intéressantes par rapport notamment à la carte vitale qui allait être biométrique pour éviter, tu sais, notamment ce que dénonçait Charles Pratt dans Cartel des fraudes, c'est-à-dire la fraude donc à l'assurance maladie. Mhm. Donc, je trouvais qu'il avait des propositions intéressantes. Et d'ailleurs, au début du livre, il y a pendant 2 pages où vraiment il défonce Marine Le Pen. Il dit qu'elle est nulle, elle ne gagnera pas, que c'est fini, qu'elle devrait se retirer, etc. Donc moi, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas chez lui, parce que je pense que c'est un homme intelligent, donc c'est une bouteille à la mer qu'on lui lance. Pourquoi en fait ce paradoxe? C'est-à-dire que d'un côté, il a toujours, comme tu l'as très bien rappelé, il a toujours eu un profond respect pour Zemmour, voire ça a été l'un de ses soutiens les plus farouches. Il a toujours Et bandé. il voulait qu'il se présente, carrément. Il voulait Et il totalement. m'avait invité plusieurs fois à Béziers pour des cercles de débat, etc., qui avaient été dénoncés à gauche parce qu'il y avait eu que des personnalités un peu orientées à droite ou vues comme réactionnaires, etc. Et là, forcé de constater que qu'est-ce qui parle à la place de Ménard? Est-ce que c'est une forme de jalousie? Est-ce que lui, il voulait y aller et que pour lui, c'était de l'ordre du fantasme? Parce que pour moi, là, Robert Ménard, je vais te le dire clairement, il représente cette droite que j'ai tendance à mépriser, qui est la suivante, qui va en fait, tu sais, donner des conseils, qui va vouloir apporter des solutions, c'est-à-dire, il nous faut l'homme providentiel qui arrive à unir les droites, que ce soit donc les Républicains, le RN, ce que tu disais tout à l'heure, les déçus donc du RPR, etc. Ça, il le dit dans son livre, c'est-à-dire qu'il donne vraiment pendant plusieurs pages ce qu'il espère. Il dit lui-même qu'il n'ira pas parce que c'est pas sa place. Mhm. Et donc là, on a un candidat qui arrive, donc qui est Zemmour, qui coche toutes les caractéristiques de ce que demande Ménard dans Thérapie de choc. Et là, pourtant, il assume pas. Ouais. Donc, donc moi, vraiment, je te le dis, je méprise cette droite qui a tendance à donner, on va dire, des solutions et qui, une fois qu'on les apporte sur la table, c'est-à-dire qu'on leur dit, ça y est, on peut passer à l'action, ben, leurs baloches ont mis les voiles. Tu vois, Ouais, je vois. elles sont allées en Australie. Donc là, moi, je ne le comprends pas. Est-ce que, alors je vais te dire, est-ce que c'est, comme tu as dit, une alliance avec le FN? Ben, si c'est le cas, c'est un pleutre parce que ne va pas les critiquer dans ton ouvrage si après tu fais un accord secret avec eux, parce que ça veut dire que tu es un lâche, ça veut dire que tu es un hypocrite. Et Mhm. ça, alors même si je sais qu'en politique, il faut simuler, dissimuler, comme disait Mazarin, il y a quand même un minimum, quoi. C'est-à-dire que dans ta vie, tu as ta parole d'homme, tu as ta parole d'honneur, donc ne va pas insulter quelqu'un dans ton livre si c'est pour après attendre quelque chose de lui. Donc pourquoi ce revirement? S'il nous écoute, si la capsule après se retrouve sur Internet de cet extrait, pourquoi tu fais ça? Parce que là, tu te ridiculises et le problème, c'est que là où il joue un jeu dangereux, c'est qu'au bout d'un moment, il va même agacer un certain électorat de droite. Parce que les gens ne comprendront pas où il veut en venir, en fait. Tu vois? Ouais, qui va Donc, vouloir se venger. Ouais, je vois totalement. puis, là où il est agaçant, c'est vrai, c'est à toujours faire va des rétros Satanas le Front National, alors que sa femme est députée chez eux, alors qu'il avait écrit un livre, la dernière fois je l'ai vu à la Nouvelle Librairie, un livre sur Jean-Marie Le Pen, tout ça. Enfin, donc tu vois, faut quand même, à un moment donné, il est très paradoxal, c'est-à-dire, tu aimes ou t'aimes pas le Front National, dis-le, on va pas te jeter la pierre, c'est bon, c'est le parti qui est arrivé au second tour donc des dernières présidentielles, donc tu as le droit. Ne t'en fais pas, on va pas te jeter la pierre, mais dis-le concrètement, parce qu'il n'y a rien de pire que, tu sais, ces hypocrites-là. Voilà, donc non, vraiment, là, je valide pas. Et pour le coup, je te le dis, Jean, c'est une personnalité que je respecte. Je trouve qu'il fait un travail remarquable dans sa ville. J'aime ses prises de position. Je me suis régalé à lire Thérapie de choc. Mais là, force est de constater que c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'est pas logique dans ses Oui, propos oui, alors. moi je pense pas que ce Autant. soit uniquement une question de jalousie ou de droite lâche. Moi je pense qu'il avait véritablement des convictions. Je pense qu'il était d'accord avec Zemmour sur peut-être 99,999% des choses. Mais voilà, encore une fois, il a dû avoir des accords, une pression du Rassemblement national, puisque il a pas seulement
retiré son soutien à Éric Zemmour. Il a commencé à soutenir à nouveau Marine Le Pen en disant que c'était la seule candidate qui pouvait, voilà. Donc, d'ailleurs, il a fait une série de tweets après cette réaction d'Éric Zemmour. Mon seul objectif est de conjuguer les forces de la droite. La candidature d'Éric Zemmour représente le risque de nous diviser, de faire perdre notre camp. Je ne veux pas d'un nouveau mandat Macron. Alors, évidemment, c'est pas du tout, c'est complètement à côté de ce qu'il disait il y a encore un an. En fait, c'est ça Non, qui est, là, il est c'est intelligent. Il est- incroyablement agaçant et c'est fou parce que le type disait que Marine Le Pen avait essayé, qu'elle a échoué et que maintenant il fallait passer à autre chose. Et là, il est en train de te dire, mais non, mais il faut y retourner et tout ça. Donc, on sent qu'il n'y a pas de conviction. C'est simplement, il dit ça parce que voilà, il a aussi tweeté. Je pense qu'Éric mais- Zemmour est indispensable à notre combat pour la France, donc là, évidemment, on caresse dans le sens du poil. Je ne cesse de le répéter, mais nous ne pouvons pas nous payer le luxe de plusieurs candidatures. Donc il insiste, et voilà. Mon idéal reste un arc de droite allant de Ciotti à Marine Le Pen en passant par Zemmour. Et dans cet arc, qui pour le moment est largement en tête dans les sondages. Alors, c'est un peu le truc, les mêmes sondages qui mettaient Juppé finalement candidat enfin gagnant de la primaire de la droite et candidat favori. Donc il est complètement à côté de la plaque. Ménard a pété un plomb, donc a décidé de soutenir le plus fort possible Marine Le Pen. Et euh, je te le comment? dis, Ouais, il joue un jeu dangereux. S'il veut s'amuser ben, c'est très simple, voilà ce qu'il va faire. Qu'il aille au chenil de la famille Le Pen, qu'ils fassent leur petit caniche comme il le fait déjà depuis un moment, mais de manière dissimulée, donc c'est presque pire. Qu'ils perdent une fois de plus, voilà, c'est-à-dire qu'ils perdent bien, et à partir de là, qu'ils perdent sa mairie aussi, peut-être dans la foulée, parce qu'à force de jouer à ce jeu, Le Pen, pas Le Pen, Le Pen, pas Le Pen, ça va agacer. mhm. Donc, qui perdent tout ça, et puis un jour peut-être qu'il se rendra compte qu'il a fait une erreur. Voilà. Donc, mais il le voit. Et alors là, ces tweets sont pathétiques. Mais d'ailleurs, je note que depuis quelque temps, il commence à agacer la droite, ce qui n'était pas, on va dire, ce qui n'était pas le cas avant. Là, il commence vraiment à agacer des. J'ai eu tendance à le défendre il y a encore quelques semaines de ça, mais là, alors là, vraiment, il est plus défendable. Il est agaçant et je me demande même pas s'il n'est pas en train de jouer sa mairie aussi, là, avec tu sais, Ouais, c'est possible. ces games de pleutre, là, tu vois. J'ai Ouais, peur voilà, donc qu'il fasse attention parce que je pense pas qu'il se mette du bon côté, contrairement à ce qu'il croit lui, tu vois. ouais, Voilà. je vois. Et on va continuer la vidéo, donc Elle a un hop là, socle on très, continue. très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. Elle était à 26, elle n'est plus qu'à 21. Je pense que Donc là, le petit taunt sur Marine Le Pen. Donc, et c'est marrant parce que Ménard prenait l'argumentation des sondages, l'excuse des sondages, et là, Zemmour enfin, explique que Marine Le Pen a perdu 5 points dans les sondages, ce qui est énorme. Donc, l'échec au Oui, en régional. plus, on n'en a pas parlé, mais alors, je vais pas citer le nom du personnage historique qui est sur le livre ah de oui, Marine Le Pen qui était dans sa bibliothèque. Alors, pour le ouais. coup, on va dire, c'est une non-polémique parce que tu peux posséder des livres sur Non, des mais personnes. c'était. Le problème, c'est là qu'on voit que Marine Le Pen n'est pas une femme qui est intelligente. Et je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Parce que quand tu sais que ton parti est sans cesse juxtaposé à ce que tu sais, parce qu'on va pas le dire sur Twitch, sinon on va se Ouais, faire. les heures les plus sombres. Voilà. Quand tu sais que ton parti est associé systématiquement aux heures les plus sombres et que tu fais de la communication sur ton parti, vérifie ta bibliothèque, vérifie qu'il n'y ait pas un truc justement qui pourrait te donner du grain à moudre à ceux qui font ce rapprochement-là. J'ai toujours dénoncé les gens qui disaient, tu sais, Front National égale heures les plus sombres. C'est des gens ignorants, c'est des abrutis, et Ouais. ça se voit qu'ils n'ont vraiment pas vécu la Seconde Guerre mondiale, je pense, tu vois. Mais vraiment, là, pour le coup, Ouais, c'est de l'amateurisme pur et dur, quoi. tourisme, c'est-à-dire que quand même, elle n'est pas à sa première campagne, et elle tombe encore dans des pièges comme ça, enfin, je sais pas, tu sais, quand tu mets en plus ce genre de photos sur Internet, il y a des gars qui vont zoomer, il y a Mediapart qui va être là, tu sais, derrière Ouais. l'écran, zoomer, sortir le microscope. Donc, regarde ta bibliothèque avant, quoi, c'est la base. Ouais, c'était Voilà. le moment de filer un petit livre Christine Angot ou ce genre de truc-là derrière, quoi. C'était le moment de faire du placement. Ah, mais même, d'ailleurs, si tu veux être machiavélien, justement, dans ta bibliothèque, mets des livres un peu, tu sais, qui sont de tous bords politiques. Comme Ouais. ça,
même si ça se verra pas parce que les journalistes le relèveront pas, ça. Mais tu sais, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et en Ouais. politique, toutes les images comptent et absolument toutes les phrases, toutes les symboliques ont un sens. Donc forcément, avoir ce genre d'ouvrage dans sa bibliothèque, même si, encore heureux, le fait de posséder des ouvrages sur les heures les plus sombres ne fait pas de toi un Oui, membre non, de évidemment. qui ont provoqué les heures les plus sombres, Non, mais c'est encore heureux, maladroit, quoi. C'est mais débile. c'est maladroit quand tu sais Ouais. que y a des gens qui font le parallèle encore aujourd'hui, quoi, et qu'il y Ouais. a des gens malheureusement qui pensent comme ça. Donc tu leur donnes du grain à moudre, c'est ridicule. Mais bon, elle est plus à ça près. De toute façon, il y en aura d'autres, hein, Jean. Hein, c'est ça maintenant. Et puis, c'est comme quand elle était allée à ce fameux bal là à Vienne où il y avait des membres d'un parti qui validait les heures les plus sombres, quoi. Enfin, on voit que quand Ouais. même, elle manque d'intelligence politique. Moi, Ouais, je vais c'est pas même te mal, hein. dire un truc, Jean. Je vais même te dire un truc. Par rapport à son intelligence, c'est un exploit qu'elle soit arrivée au second tour donc, de la dernière élection. Je te le dis sincèrement. Mais vraiment, hein. La violence. On sent que Ah ouais, le doc n'est pas très fan de Marine Le Pen. non, moi je Euh, lui en veux, je le disais pas plus tard que cet après-midi. Moi j'en veux à Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que c'est celle qui empêche, il faut vraiment le comprendre. Il y Ouais. a deux personnes qui ont vraiment abîmé la droite. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour moi c'est Nicolas Sarkozy. Et le deuxième, c'est Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen empêche justement, siphonne un nombre de voix incalculable à l'homme providentiel qui pourrait, on va dire, réunir donc du prisme donc du LR au RN. Et en fait, Marine Le Pen donc siphonne cette voix, elle sait qu'elle va pas gagner. Et le problème, c'est que Julien Rochdy l'avait très bien expliqué dans sa vidéo sur le Front National, elle vit grâce au parti, donc forcément, si elle se présente plus, le parti meurt, donc t'as plus de Ouais. métier. Mais le problème, c'est que pour moi, et je l'avais dit dans un débat avec l'IDL et je le redis aujourd'hui, si Marine Le Pen était véritablement patriote comme elle veut le faire entendre, Mhm. si elle était vraiment pour le salut de la France, Il se retirerait. elle se retirerait. Et je le Ouais, je dis suis d'accord. sincèrement, elle se retirerait. Et d'ailleurs, je vais te dire, si elle le faisait, j'aurais un profond respect pour elle parce que je me Ouais. dirais c'est du courage politique. Ouais, je suis Et, et, d'accord. et vraiment, je te le dis, elle passerait de ça dans mon estime à ça. Parce que ça Ouais. voudrait dire que cette femme a accepté l'idée de se retirer de la vie politique avec tout ce que ça implique pour laisser sa place à une personne donc, qui a plus de chances de gagner qu'elle. Et vraiment, ça serait un geste qui serait pour moi le plus magnifique. Si elle veut vraiment prouver qu'elle aime la France, il faut qu'elle fasse ça. Autrement, ça prouve qu'elle c'est juste une opportuniste comme de nombre de politiques, quoi, en fait. Voilà. Oui, ouais, je vois. Il y a quelqu'un qui dit, alors c'est Rubens qui dit, il y avait quoi comme livre problématique? Alors c'était un peintre autrichien raté. Alors, Moi je pense au second tour. Ouais, c'était un livre sur le chef de la propagande, donc du peintre raté. voilà, oui, oui, c'est ça. Et c'est presque pire parce que ce personnage en particulier était profondément abject. Euh, il y en a même certains historiens avancent que c'est de lui que vient certaines idées des heures les plus sombres, etc. J'adore comment on marche sur des œufs depuis tout à l'heure, Ouais, c'est fou, hein. mais de toute façon, tu le tapes sur Internet, tu tapes Marine Le Pen. Oui, vous trouvez la photo facilement, même sur Twitter, elle est dispo, quoi, Et donc nous allez-y. ne dirons pas le nom, nous ne tomberons pas dans ce Non, piège. non, 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 jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Et je continue la vidéo, du coup, et ensuite on passera à un autre sujet, parce qu'on n'a pas à le traîner sur Ouais, cette petite analyse. Mais bon, je pense que c'est intéressant de faire le tour un petit peu des candidats potentiels. faut taper un peu, faut taper maintenant. C'est ça, exactement, il faut le faire, il faut le faire. Voilà, Donc je continue la vidéo. ça marche. A été un très mauvais coup pour elle et tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair. Éric Zemmour qui a également multiplié les tacles contre le chef de l'État. On a vraiment l'impression qu'il fait son stage de l'ENA à l'Élysée. Voilà ce qu'il a lancé. Forcément, ça anime son public. Sur le fond, le débat s'est vite transformé en masterclass. La France est en danger de mort, a répété Éric Zemmour. Et quand bien même le débat se déportait sur l'économie, il en revenait toujours à ce qu'il faut appeler son obsession, l'immigration. C'est génial, hein, parce que le journaliste dit lui-même que le débat s'est transformé en masterclass de Zemmour. Donc le type juge que Zemmour donne des masterclass. Donc écoute, Ouais, c'est vrai que le il faut qu'on le journaliste, prenne dans la com, hein. Non, mais, j'avais l'impression que le journaliste, il a bien aimé en vrai. non, mais je pense qu'il faut qu'on prenne Loïc Besson. Donc si vous avez le numéro de Loïc Besson, je pense qu'il faut qu'on le fasse venir, voilà, pour qu'il travaille sur la com.
On dirait qu'il a passé un bon moment. Alors, Oui, c'est ça. On a bu des vodka euh, martini, c'était pas mal, il a dû écoute. boire l'apéro, je pense. Il a dû boire l'apéro, ouais. Ouais, je pense. Il a passé son meilleur après-midi. Donc, bravo à Loïc Besson. Ok, donc bon, on va terminer là-dessus. Alors, il y avait, si, juste un petit point, un petit dernier point sur Zemmour. On va juste, Loïc, pas Luc. Oui, pas Luc Besson, c'est autre chose, ça. Donc, petit point encore sur Zemmour. Après, promis, vous aurez votre dose de Zemmour, tout va bien. Donc, présidentielle 2022, une centaine de promesses de parrainage récoltées pour la candidature d'Éric Zemmour. Donc, plusieurs éléments étayent la thèse d'une candidature du journaliste et essayiste aussi controversé qu'adulé. Bon, l'article de Valeurs Actuelles. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, les candidats à l'Élysée commencent peu à peu à se faire connaître. Donc évidemment, les candidats doivent trouver leurs 500 signatures. Mais s'il y en a bien un vers qui les projecteurs se tournent, c'est Éric Zemmour. Depuis plusieurs mois, pardon, une possible candidature du journaliste politique se fait entendre. Mais selon BFM TV, ce 23 août, la rumeur devient une hypothèse sérieuse puisque les proches du polémiste auraient affirmé qu'une centaine de promesses de parrainage auraient déjà été récoltées pour le soutenir. Et 150 militants seraient sur le terrain pour se charger de cette mission cruciale. L'organigramme de la campagne se dessine déjà. Voilà, donc ça donne quelques indications sur ce qui se passe dans ce semblant de campagne, dans cette pré-campagne finalement pour Éric Zemmour. Je tiens, alors petit point, on l'a pas évoqué, mais il y a aussi, ça a été avancé par Robert Ménard. Robert Ménard a été démarché pour le parrainage d'Éric Zemmour. Il l'a affirmé sur un média, je crois même qu'il a donné le papier, il a mis le papier en ligne ou quelque chose comme ça. Et il a refusé de faire une promesse de parrainage. Donc c'est assez amusant quand même. C'est assez amusant de voir à quel point il a sombré. Donc ouais, c'est juste un petit point pour voir un petit peu comment ça avance. Les promesses de parrainage, écoutez, une centaine, c'est pas mal. Une centaine d'élus qui seraient partants. Mais Éric Zemmour n'a pas de parti, comment il fera clairement pour 2022 hein, ça se trouve, t'inquiète pas. Et Emmanuel Macron n'a pas de parti. Il y a des news Ouais, j'en pour le connais un autre rassemblement. qui a pas eu de parti, ouais. J'en Ouais, connais un voilà, autre. il y en a, et puis oui, il y en a d'autres qui ont fait ça et ça a fonctionné, donc tout va De bien. toute façon, je pense qu'on va sortir aussi dans les années à venir d'une logique de parti, véritablement, puisque si en tout cas la France espère un homme providentiel, bon, Emmanuel Macron n'a pas été cet homme-là, bien sûr, Ouais, mais en fait, il va devoir, je pense, aussi s'affranchir des partis. totalement. Parce que, mine de rien, le système des partis est profondément réducteur, en fait, Mhm. dans la politique. Et on a, d'ailleurs, le général de Gaulle n'avait pas une haute vision des partis, alors il composait avec, parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment, on va dire, la base. Mais je pense qu'à l'heure d'Internet, à l'heure du numérique, à l'heure où tu peux lever des campagnes, des fonds, des militants, même ne serait-ce que dans le monde virtuel, je pense qu'on va vers de plus en plus de candidats qui ne se présenteront sans parti, en fait. Ouais, Puis les banques donneront aussi plus facilement parce que maintenant, vu qu'Emmanuel Macron a prouvé que c'était possible, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait qu'il va y avoir des banques qui vont prêter plus facilement de l'argent à des candidats, etc. Bon, avec des taux d'intérêt, etc. Bien sûr, hein, ça reste des banquiers, mais je pense que vraiment, dans les années à venir, avec des parties jetables, quoi. ouais, Avec ce que ça a de bon et ce que ça a de mauvais, parce que ça a aussi du mauvais, parce que des parties jetables, ça veut dire que tu récupères aussi donc, des chèvres un petit peu. On l'a vu avec oui, Macron, hein. Tu perds tous les opportunistes de la Terre, c'est des députés doigts sur la couture, ils suivent ce que tu dis. Bon, la démocratie en prend un coup, mais de toute façon, vu qu'il y a un délitement de notre démocratie, c'est pas étonnant qu'on va avoir dans les années à venir de plus en plus donc de partis jetables, de partis une chance, quoi, un coup, comme une cartouche d'un fusil, c'est-à-dire on se présente. J'avais même vu qu'à un moment donné, Emmanuel Macron avait pensé, alors je sais pas si c'est vrai ou faux, mais avait pensé à en fait dissoudre En Marche pour en créer un nouveau. ouais, j'avais entendu ce truc-là, ouais. Voilà, je sais pas si c'est vrai ou quoi, parce que lui, il aime bien aussi distiller dans la presse des idées pour faire parler. De toute façon, Emmanuel Macron adore faire parler. On l'a vu avec cette histoire de ce t-shirt sur TikTok. Il y en avait même qui pensaient que ça pourrait être le logo de son parti. Moi, je pense qu'il y a pensé un moment, mais il s'est dit que tu peux faire une fois le tour de passe-passe, mais pas deux, à mon avis. C'est pas Donc, le truc qui ressemblait au logo du Bohemian Club, là, ou je sais pas trop quoi. si, c'était ça. Mais d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un podcast sur
que j'ai réalisé à ce sujet, qui a pas mal plu, où justement j'essaye de décrypter tout ça. Mais oui, peut-être qu'il il a eu à un moment donné des volontés de créer un autre parti. Mais on aura en tout cas de plus en plus de candidats qui vont vers ce système-là dans les années à venir. De toute façon, c'est pas compliqué. La France, vu qu'elle ne cesse de s'américaniser, alors aux États-Unis, on n'a pas encore vu ce système-là, Ouais. mais on a quand même cette idée de n'importe qui peut un petit peu se présenter. Tu vois, or énarque. Et moi, je pense que c'est une bonne chose malgré tout, parce que il faut vraiment sortir de cette idée, et même il faut sortir de cette idée que nos hommes politiques doivent absolument sortir de l'ENA ou de Sciences Po pour mener des politiques efficaces et pour être légitime d'être politique. Vraiment, il va falloir que dans les décennies à venir, on sorte de cette logique-là, parce que ça a été véritablement délétère. En plus, quand on voit l'état de ces écoles aujourd'hui, on a vu la liste là des ouvrages de Sciences Po avec la fragilité blanche, tout ça, mais toi, tu es là en mode, Ouais. mais vous êtes que l'ombre de vous-même, quand vous voulez vous américaniser, vous voulez vous la jouer à la Harvard Eco Plus, la Harvard du pauvre, mais arrêtez-vous, vous êtes plus légitime. Mais cette école, alors je crois que Sciences Po, mais c'est Sciences Pipo, c'est l'école qui a connu la plus grande décadence que j'ai jamais vue, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Jean, mais alors vraiment, Sciences Po, c'est un ramassis de petits bourgeois qui veulent se sentir là américains, qui veulent se la jouer gauchiste alors qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et ils veulent se la jouer cœur sur la main, tu sais, migrants, racialistes, etc. Mais vous êtes des bourgeois, vous n'êtes pas intéressants. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de Sciences Po. Non, mais évidemment, après, il y a un bain à la fois sociologique et idéologique à Sciences Po, hein. Ça, c'est un truc, c'est indéniable. Il y avait juste à voir cette fameuse liste de livres d'été, tu te souviens, avec des trucs full racialisme, indigénisme et compagnie. C'est À bas la littérature. que tu fasses une liste, par exemple, où tu prends des ouvrages de tous bords politiques, ça serait même. D'ailleurs, c'est ce qu'ils devraient faire. Ouais, Attention, je ne prône pas l'idée de, oui, on va mettre. On va créer un Sciences Po de droite où on va mettre que des ouvrages de droitard. Ce serait pas intéressant. non. Moi, je pense véritablement que, tu vois, faut que c'est ce type d'école-là qui veulent donc se la jouer Sciences Po, c'est-à-dire on analyse presque de manière scientifique la philosophie politique, la philo et ce genre de problématiques. Ben, pour la comprendre, la politique, il suffit pas que tu te vautres dans tout ton marasme intellectuel, tu sais, comme un cochon qui se vautre dans sa propre boue, tu sais, et qui sent complet, tu vois, qui adore ça. Donc tu proposes normalement un éventail d'ouvrages qui va Ouais. de l'extrême gauche à l'extrême droite, normalement, ce Oui, qui est un vrai censé. pluralisme. Ouais. Bon, je te dis ça, mais aujourd'hui, pour trouver des auteurs qui sont estampillés, attention, parce que ça, c'est toujours le gros mot, pour trouver des auteurs qui sont plutôt très à droite, il faut se lever tôt le matin, hein, parce que Ouais. d'ailleurs, beaucoup de gens me demandent, oui, mais pourquoi les ouvrages que tu présentes, la plupart du temps, viennent des États-Unis ou d'ailleurs? Mais parce que le problème, c'est que beaucoup ne sont pas traduits, en Oui, fait. c'est ça, il y a un gros problème au niveau de l'édition des livres. J'ai lu un truc là-dessus Complètement. récemment. Il y a beaucoup de livres, notamment sur le féminisme, sur ce genre de trucs-là, enfin, des réponses finalement au féminisme qui sont apportées souvent dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Et finalement, c'est très peu édité en France. C'est quelque chose qui est C'est ça. complètement. On n'a pas de véritable grosse maison d'édition de droite finalement et qui reprend des livres. Il y en a une que je conseille véritablement, c'est L'Artilleur. Mhm. Euh, c'est une maison d'édition où ils ont traduit donc, ben, Roger Scruton, Douglas Murray. Ils traduisent plein d'auteurs qui sont à droite. Donc eux, ils font un travail remarquable. Alors là, je ne sais pas si j'ai le livre là, mais il y a d'autres éditions que je donnerai dans d'autres émissions si vous voulez. Ouais. Mais il commence à y avoir des initiatives, ça se débloque encore heureux, mais jusque-là, c'était complètement bloqué, hein. Ça reste quand même des trucs un peu de niche et des initiatives, vraiment des petits collectifs qui se lancent dans ça. Je sais pas si tu connais Mos Majorum qui lance justement son truc là avec Carmin. Il a raison, Voilà. c'est ultra important parce qu'on ne gagnera pas les guerres de toute façon, la guerre des idées ne se gagnera pas si on ne reprend pas les universités. Ça, c'est Alan Bloom qui le dit Ouais, notamment dans L'âme des armées, où il explique que à partir donc, des années 60, les universités ont été donc l'apanage de la gauche, la droite a
perdu du terrain parce qu'elle estimait que les universités, ben, c'était chiant, c'était les jeunes et que ça n'avait pas d'intérêt, grossière erreur, puisque la jeunesse, c'est l'avenir. Donc on a perdu nos universités et il faut les reprendre. Nous ne gagnerons pas la guerre culturelle si on ne reprend pas les universités. Et pour reprendre les universités, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, c'est de diffuser par Internet donc, de la pensée de droite, rééditer donc des ouvrages parce qu'il y a toujours un plaisir un petit peu coupable à acheter un livre, surtout quand on sait que ce dernier est difficile à trouver parce qu'il est de droite. Et enfin, c'est par le biais donc, des syndicats qui sont présents donc, dans les facultés et qui exercent un combat politique et symbolique, surtout alors parce que certains estiment, oui, mais les syndicats étudiants, ils font que déterminer le menu de la cantine, quoi. Est-ce que ça sera cordon bleu ou coquillette? Non, c'est une grossière erreur. Les syndicats étudiants sont extrêmement importants, non pas dans leur prise de décision, mais parce que symboliquement, ils représentent le fait que cette fac est à nous. C'est-à-dire que cette fac est de telle couleur. Tu vois, Mhm. c'est standard. Et même s'ils n'ont pas un poids qui, dans l'université, est important, c'est vraiment très minime, ils ont ce poids symbolique qui est extrêmement important dans le cadre de la guerre culturelle. Oui, totalement, et puis ça permet d'exercer une sorte de contre-pouvoir, là où on sait qu'il y a toutes ces conférences qui sont organisées. On sait qu'il y a beaucoup de syndicats qui font des pressions, qui ont empêché notamment des personnalités. On sait que François Hollande avait été censuré par les antifas et les mouvements d'extrême gauche à l'époque. François Hollande, dangereux fasciste. Voilà, bon, on sait que Oui, voilà, je- les heures les plus sombres, le bruit des bottes, François Hollande, on fait le lien directement, je pense. non, Donc, on va passer à un autre sujet. Alors, évidemment, un peu plus difficile à aborder, mais tout aussi intéressant. C'est celui des attentats près de l'aéroport de Kaboul. D'ailleurs, on va en parler, hein, promis. Je sais qu'il y avait l'intervention d'Emmanuel Macron à 20h, notre président, sur TF1. On va l'aborder, il n'y a pas de souci. J'ai pas du tout regardé l'intervention, donc je vais découvrir en même temps que vous. Écoutez, hein, ça va être sympathique. Je sais pas si le doc, tu l'avais regardé toi ou pas du tout. Comment? il a fait une intervention ce soir? Ouais, ce soir, ouais, à 20h sur TF1. Ok. Donc voilà. Mais j'ai absolument pas regardé, j'ai pas eu le temps. Donc, Je suis resté à celle de la dernière fois, ben, quand il y a eu en ouais. fait la prise de Kaboul, mais je savais pas qu'il avait prévu. Je crois qu'il me semble qu'il est en Irak actuellement. Donc, J'ai lu Kurdistan, enfin un truc, il parlait du Kurdistan, je pense. Attends, quoi? Attends, j'ai lu un truc. Non, il a pas dit et ça. moi, d'après ce que j'ai vu tout à Si, l'heure, il si, depuis le veut. Kurdistan irakien. Ouais, donc il est en Voilà, Irak. ouais, d'accord, ouais, ouais, ok. Ok. Donc, un article de Marianne. Attentat près de l'aéroport de Kaboul. 85 morts. Oui, il est en Irak, Guiguette, merci. 85 morts et une revendication de l'État islamique. Le bilan de la double attaque suicide à l'aéroport de Kaboul est désormais estimé à 85 morts, dont 13 soldats américains. Ouais, quand même. Retour sur une attaque perpétrée par le groupe djihadiste État islamique. Le jour est en train de tomber. Bon, je vais passer à la réaction, évidemment. 85 morts, 13 soldats américains. Selon Washington, ce premier attentat après la prise de la capitale et les talibans a été mené par 2 kamikazes du groupe djihadiste État islamique. Les Américains ont également affirmé qu'une fusillade avait suivi cette double attaque suicide. On sait que ça continue, hein. Je crois que toujours ce soir, il y a encore d'autres actions, enfin d'autres attaques. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de victimes, morts ou blessées, étendues dans les eaux saumâtres d'un canal d'égout entouré de secouristes débordés et démunis, selon le responsable de l'ancien gouvernement. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes, les blessés ne pouvaient pas parler, beaucoup étaient terrifiés, leurs yeux perdus dans le vague, leurs regards vides, a témoigné sur Twitter le coordinateur médical de l'hôpital géré par l'ONG italienne Emergency, Alberto Zanni. Je ne vais pas lire l'article en entier, on a saisi l'essentiel. Donc ces attaques terroristes, le retour finalement de groupes État islamique, t'en penses quoi le doc? Finalement c'était évident, c'était parce qu'on sait que finalement la condition du départ des forces américaines, c'était principalement comment dire, de ne pas financer, ou en tout cas de ne pas laisser le terrorisme international se mettre en place. Finalement, le groupe État islamique qui reprend un peu du poil de la bête, faut s'attendre à quoi? Alors, moi, déjà, je tiens véritablement à rendre hommage aux 13 soldats. Il me semble que c'est 13 soldats donc, américains qui sont morts pendant ces attentats. J'ai vu le témoignage d'un père qui était absolument déchirant, où on sentait vraiment toute sa peine, mais aussi sa fierté ben, d'avoir eu un fils qui était un soldat de l'armée américaine, donc une famille détruite. Faut,
faut comprendre que la guerre, comme disait Georges Bernanos dans La France contre les robots, c'est le jeu des rois, comme Ouais. la diplomatie est le jeu des ministres. C'est-à-dire que les guerres sont déclenchées par des rois, mais c'est les fils donc du peuple qui sont envoyés au casse-pipe. Faut pas après tomber dans, tu sais, une sorte d'antimilitarisme où on dit oui, l'armée ça sert à rien, etc. Non, parce qu'il représente une nation, il représente un idéal. Qu'on valide ou qu'on valide pas, mais il représente ce que une nation peut façonner de mieux, c'est-à-dire des individus qui décident de se battre au nom de leur pays. Et en fait, ce qui me choque profondément, c'est que dans la réaction de Joe Biden quelques jours avant ces attentats et après, où je me rappelle que quelques jours avant, il disait qu'il allait avoir des attentats et c'était très probable qu'il y ait des soldats qui meurent. Déjà, je trouve que de la part d'un chef de guerre, c'est un aveu de faiblesse énorme, voire ça donne une possible intention à tes ennemis parce que tu montres ta faiblesse. Donc là, erreur stratégique qui est évidente. Aussi une phrase malsaine. Et en fait, j'ai retrouvé dans ces allégations de Biden ce que j'avais vu de Clinton, donc d'Hillary, Mhm. lorsqu'elle était donc au ministère, il me semble, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères sous Obama, lors de la prise donc, de l'ambassade américaine de Benghazi, je crois que c'était en 2012, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises. Ouais. possible. Et il y avait eu 4 morts, 2 agents de la CIA et un ambassadeur qui s'appelait Christopher Stevens, si je dis pas de bêtises. Et il y avait eu à peu près cette même déconnexion, c'est-à-dire que une sorte d'aveu de faiblesse, bon, tu vois, ouais, il est mort pendant l'exercice de ses fonctions, c'est tout. Mais en fait, c'est impardonnable. Parce Ouais. que quand on tire d'Afghanistan, c'est une chose. Pour moi, on n'aurait jamais dû y aller, etc. Mais il y a la manière de se retirer. Et cette manière, c'est réalisé dans une cacophonie générale où on a voulu privilégier les autres et pas les nôtres. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, 13 Américains sont morts pour favoriser le transit donc, de migrants afghans qui, de toute façon, n'auront pas une volonté de s'intégrer une fois arrivés aux États-Unis ou en Europe, puisque 85% d'entre eux, ou je ne sais plus combien, de toute façon, je crois que c'est même supérieur, valent. 99% sont pour la charia, 85% sont pour la lapidation, je crois. Si je me plante pas, c'est un truc du style. Donc, moi, je vais te dire, ces garçons-là, ces hommes et ces femmes, parce qu'il me semble qu'il y a des femmes dans l'eau, ils devraient pas être morts aujourd'hui. Ils devraient Ouais. être chez eux avec leur famille tranquillement. Ça veut pas dire que, parce que je vois ceux qui vont te dire oui, mais c'était des militaires, ils ont signé pour. Non, non, c'est pas parce que tu t'engages dans l'armée de ton pays, bien sûr que tu es conscient des risques. Ça, je vais pas mentir. Mais ça veut pas dire que tu dois devenir le jouet des rois qui sont au pouvoir et qui ont Ouais. tendance à Surtout croire. pour servir des intérêts privés derrière. Voilà, donc moi je trouve que c'est de toute façon, je crois que le pire président de l'histoire des États-Unis, ça reste, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas Biden, c'est pas Obama, on va pas tomber dans ce côté-là, tu sais, d'aller discréditer des démocrates, même s'ils ont leur part de tort. Mais pour moi, c'est vraiment Bush fils. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, il y a un homme qui aujourd'hui devrait être jugé avec Dick Cheney et toute la clique donc des néoconservateurs, John Bolton, tout ça. Ces gens-là devraient être jugés et devraient être dans des prisons de haute sécurité. Mais je le dis sincèrement, ces gens-là ont envoyé des jeunes Américains, alors c'était l'Irak, c'était tout ce que tu veux, pour rien. Pour Ouais. rien, pour une situation qui est la même, alors qu'ils auraient pu donc mener d'autres missions dans le cadre de. Moi, c'est-à-dire que pour moi, je vois l'armée comme étant un soutien, tu sais, aussi pour tout ce qui est force de police, c'est-à-dire l'armée qui doit être par exemple présente quand il y a des cataclysmes. Moi, je vois aussi l'armée comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent oui, mais l'armée, si elle ne va pas en guerre, elle ne sert à rien. Ben non, je pense que l'armée a elle a un rôle très important, même quand l'armée n'est pas, on va dire, active, même quand elle est dans le pays, etc., elle a un rôle important parce que rien que sa présence, c'est de dire on maintient la cohésion et l'unité de la nation. Tu vois. Puisqu'en plus, dans l'armée, on retrouve donc des gens qui viennent de tout horizon. Donc, c'est le meilleur symbole, en fait, l'armée. Donc, faut pas dire après, oui, l'armée est inutile parce qu'elle n'est pas sur un théâtre d'opération. J'aurais même tendance à te dire que l'armée américaine est beaucoup plus utile quand elle est au bercail que quand elle est dans des conflits où elle Ouais, a. parce que là-bas, ils s'enlisent et ils ont tendance à justement
On sait que Voilà. c'est le cas, notamment pour l'armée française. Il y a eu pas mal de rapports là-dessus, disant qu'ils s'enlisaient et qu'au final, le matériel se détériorait et évidemment le moral des soldats aussi, quoi. C'est un truc Voilà, qui va ensemble. je veux dire, c'est donc voilà, moi le fait que ces 13 jeunes soient morts, alors en plus on voit que Biden est complètement dépassé par tous les événements, on peut pas lui en vouloir, il est sénile. Il est sénile. Les gens l'ont voté parce qu'ils ont voté contre Trump par rapport à sa gestion du Covid, mais bon, à ce moment-là, qui n'aurait pas mal géré le Covid, on l'a vu notamment en France, hein. Donc bon. Mais vraiment, et d'ailleurs, on voit très bien que ben, ça renforce indirectement Donald Trump, et on voit qu'il va y avoir très certainement une volonté politique de le sortir par tous les moyens possibles et inimaginables, hein, puisque forcément, si Biden est fragilisé, ça renforce Trump. Alors j'entends beaucoup qui disent, oui, mais Trump avait signé les accords de Doha, où de toute façon l'armée américaine devait partir de toute façon, ça c'était une certitude, mais il y a la manière en fait. Ouais. C'est-à-dire que pendant des semaines, ils étaient au courant que quand même la situation allait basculer rapidement. Ils n'ont rien fait. Et j'ai lu un papier, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, mais de valeur actuelle qui disait que les dernières semaines en fait, avant la prise de Kaboul, le Pentagone était plus inquiet par des mouvements de suprémacistes blancs ou ce genre de trucs que par la prise possible de Kaboul. C'est-à-dire que là encore, donc on voit que leur idéologie progressiste a quand même entraîné la mort indirectement de 13 soldats américains, puisque je suis convaincu, et je trouve que tous les États ont été dépassés alors que ça paraissait quand même évident que là, les choses allaient basculer. Pendant une semaine, on disait, oui, les talibans avancent vers la ville. C'était évident. À quoi ils s'attendaient? Donc les opérations comment on appelle ça, de, d'extraction auraient dû se dérouler bien avant. Bien avant. Au moins, en réalité, même à partir des accords de Doha, il y aurait dû avoir donc l'essentiel du personnel donc civil et militaire qui aurait dû commencer à partir, quoi. Ce qui n'a pas été fait, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation où du jour au lendemain, tout le monde a voulu se partir, tu vois. Donc il n'y a pas eu un travail en amont qu'on peut imputer bien sûr à l'administration Trump, mais qu'on peut aussi surtout imputer à l'administration Biden, puisque quand Mhm. même il me semble que ça fait maintenant 7 mois qu'il est au pouvoir. On voyait que la situation n'était pas quand même folichonne, et force est de constater qu'il n'a rien fait. Voilà, il est plus préoccupé de toute façon, Biden est à l'image d'Obama, c'est-à-dire deux personnalités qui sont plus soucieuses de leur communication, de comment ils vont être vus par le peuple américain, que vraiment par la politique elle-même. Et je sais qu'il y a un ami à moi qui a lu, moi je ne le ferai pas, mais il a lu la biographie, l'autobiographie de Obama, et même lui le concède. Il dit à un moment donné, c'est vrai, j'ai été un petit peu trop obsédé des fois par la communication et l'image, et un petit peu moins par la politique. Ah ben Ouais. super, dire Ouais, ça après super. 20 ans, Merci on les retrouve mecs, une hein. bonne politique. Voilà, on retrouve la même logique si tu veux. Très bien. Alors, évidemment, bon, j'avais dit que ce soir, je ferais une version un petit peu écourtée. Donc, on va skip un peu le sujet. Joe Biden se recueille devant les militaires tués en Afghanistan. C'est en direct sur le truc de LCI, sur le site de LCI. Donc bon, on passe dessus. J'ai montré rapidement finalement les grandes citations, les grands propos tenus par Emmanuel Macron lors de son interview exclusive. Je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas tout de suite comme ça relater un petit peu ce qu'il a dit. Nous avons des opérations à conduire. Donc on voit que il reste plusieurs centaines, milliers de personnes à protéger. Nous allons construire avec nos partenaires par une négociation avec les talibans les solutions pour leur permettre de quitter le pays. Donc on sait très bien ce qui nous attend de toute façon, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je propose qu'on termine sur un sujet un peu plus léger, on va dire. Léger, enfin léger, bon ça dépend. Sandrine Rousseau, je ne saurais pas dire exactement quel genre de personne s'y apaise un peu dans le milieu Europe Écologie Les Verts, mais bon. Donc une citation de Sandrine Rousseau, donc candidate aux primaires de LV,
s'il y a des Afghans potentiellement terroristes, il vaut mieux les avoir en France pour les surveiller. Le doc, les maladies, les trucs comme ça, est-ce que tu préfères les avoir sur toi directement pour essayer de les traiter? Est-ce que comment tu voudrais procéder? Je sais pas, enfin c'est un peu insolite comme citation, c'est-à-dire que au moment où quand on te balance systématiquement l'argumentaire de ces fameux terroristes, Sandrine Rousseau, elle, a décidé d'accepter cet argumentaire, de l'embrasser finalement et de lui dire merci. Elle a dit merci à la vie, merci merci à l'Afghanistan, merci au conflit. Donc, invitée au micro de BFM TV mercredi 25 août, la candidate à la primaire des écologistes Sandrine Rousseau s'est une nouvelle fois fendue d'une déclaration à haut potentiel polémique. Donc, voilà, donc elle est haut potentiel polémique en estimant que si certains réfugiés afghans présentaient un risque terroriste, il valait mieux qu'ils soient en France. Voilà, parce que évidemment, c'est mieux. On n'en a pas assez. On n'a pas assez de fichiers S, on n'a pas assez d'attentats terroristes par semaine. Je propose que, voilà, en fait, elle veut faire un calendrier de l'avant, je pense, des attentats terroristes. C'est son projet pour Noël prochain. Donc je vais mettre le passage, parce qu'évidemment, elle y met beaucoup plus le ton que moi, je pense. Donc, je vous laisse profiter. Hein. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et puis si vraiment il y a des... Donc alors là, pour t'expliquer, parce qu'évidemment tu n'as pas entendu, mais Sandrine Rousseau dit que finalement ils sont toujours aussi dangereux en Afghanistan. Alors la question, toujours là, mais c'est un problème avec les internationalistes, c'est pour qui ils sont dangereux? Pour nous, ils sont pas dangereux. Quand ils sont en Afghanistan, normalement, tout va bien, ils sont là-bas. Mais évidemment, pour elle, le sort des Afghanistan passe avant le sort des autres. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu ça, j'en profite pour faire le petit parallèle avec ce qu'a pu dire Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui est, il a dit l'Afghanistan aux Afghans, l'Irak aux Irakiens, et finalement on attendait presque la France aux Français. Donc l'eau de nationalisme de Jean-Luc Mélenchon poussé aujourd'hui. Voilà, je sais pas ce que tu peux dire de Sandrine Rousseau. Je sais même plus quoi dire sur Europe Écologie Les Verts, les amis. Je pense qu'il y a trop. Alors, ben, Sandrine Rousseau, elle a trop écouté Michael Corleone dans Le Parrain 2 parce que la fameuse phrase sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Alors, les gens l'attribuent à Sun Tzu, de l'art de la guerre. Il y en a d'autres qui l'attribuent à Machiavel, mais en fait, ça vient du Parrain. C'est une C'est phrase qui vient ça. du Parrain. Et donc, ben, Sandrine Rousseau, voilà, a trop, on va dire, retenu cette leçon. Elle l'a trop pris au pied de la lettre. Donc, bon, en fait, plus sérieusement, ça répond à une sorte de logique, en fait, par rapport à leur idéologie. C'est-à-dire que leur idéologie est basée sur quand même une forme de globalisation, c'est-à-dire d'un monde sans frontières, sans nations, etc. Donc, en fait, Sandrine Rousseau, elle est parfaitement logique dans Ouais, ses elle est propos. cohérente. Ouais. Ouais, voilà, en fait, aussi fou que ça puisse paraître, elle est en adéquation avec son idéologie, qui est la suivante, qui est que, ben, en fait, un Afghan, c'est notre frère, puisqu'il fait partie de cette immense humanité Citoyen du merveilleuse, monde, le doc, citoyen du monde. du monde. Je mets des sarouels, j'ai les pieds sales, et À je deux doigts de nous composer du reggae. voilà, on va faire du reggae et tu sais, on a des meubles d'art africains dans notre maison. Enfin, moi, il y a beaucoup de 68 arts comme ça qui vivent pas loin de chez moi, dans le sud, on en est claqués. Et Vous êtes servi. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, donc, oui, citoyen du monde, donc, il vaut mieux qu'il soit proche de nous que là-bas, c'est-à-dire citoyen du monde, mais malgré tout, ben, on préfère celui qui est différent que celui qui nous ressemble, quoi. Parce qu'il y a quand même, malgré tout, toujours dans cette idéologie, vu qu'on est tourné vers l'extérieur, vu qu'on est tourné vers le monde, ben, on n'est pas tourné vers ses semblables, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. ce qui est d'ailleurs très paradoxal, puisque quand on voit leurs photos, on se croirait à un meeting des heures les plus sombres, quoi. Puisque, C'est ça. voilà, Ils sont tous blonds aux yeux bleus. C'est quoi cette histoire? On comprend pas. c'est-à-dire Ouais. qu'ils sont obsédés ben, par la créolisation, par l'autre. Mais bizarrement, l'autre, il n'est pas très présent dans leur rassemblement. Donc, je sais pas, c'est un petit peu étrange, quoi. Et là encore, là par contre, pour le coup, là autant elle est logique dans ses propos et dans son idéologie, mais pour le coup, le fait que ben, il n'y ait pas, on va dire, de minorité voilà, dans leur parti, dans leur staff, ou même en tant que personnalité, tu vois. Parce que par Ouais. exemple, tu prends les démocrates aux États-Unis, puisque de toute façon ils s'inspirent d'eux, donc allons jusqu'au bout.
ben, ils ont quand même des personnalités. Tu prends Horacio, comment il s'appelle là, AOC, là, elle, Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, voilà, t'en as plusieurs qui sont quand même ben, afro-américains, qui sont hispaniques, etc. Et puis là, par contre, je veux dire, ceux qui se présentent, ben, ça pourrait être des républicains au final, hein, c'est-à-dire que Yannick Jadot, tout ça, il me semble pas. Donc je trouve que c'est un peu hypocrite. Et d'ailleurs, c'est l'argumentaire qui ne supporte pas, parce que quand ça avait été reproché, notamment donc il me semble, à Libération, quand ils avaient sorti leurs photos là, de groupe, ils avaient fait un peu leur autocritique, pareil pour Mediapart, quand en gros, ils avaient taclé, tu sais, tout ce qui était Valek, Papacité, tout ça, Oui, ben, il leur a répondu, mais en fait, nous, on provient plus de la minorité que vous, en réalité. oui, Donc, absolument. et ça, quand ils avaient analysé ça, je me rappelle de cette vidéo où, en fait, Mediapart répondait, on voit que c'est un sujet qui les gêne profondément, parce que là, pour le coup, c'est une vraie dissonance dans leur logiciel. Et malgré tout, les efforts, ils sont pas faits derrière. Non, C'est-à-dire pas que vraiment. à Libération, alors ils avaient fait, je crois, un papier pour expliquer que la chose s'était améliorée. Mais bon, Maintenant, ils ont une femme de ménage colorée, bravo à eux. je veux dire, c'est risible. Et, Ouais. euh, et d'ailleurs, je pense qu'à droite, il faut beaucoup jouer sur ça. Faut beaucoup. Moi, je m'en souviens quand j'étais à Cocard de Lyon, pour te faire une petite anecdote, on était allé un soir coller des affiches, tu sais, en face de ma fac. Et alors, notre groupe, c'était United Color of Benetton, si tu veux. C'est-à-dire, il y avait ben, moi, bon, blanc. Il y avait un gars qui était serbe. Il y avait un gars qui venait, donc, tu sais, d'Amérique du Sud. Il y avait un protestant, un juif. Enfin, on avait de tout, quoi. Je veux dire, Ça doit être c'était vraiment sympa. le loto des minorités. Et il y avait les gens qui avaient arraché nos affiches. Et t'avais la FI qui était que des petits blancs bourgeois. C'était en gros ce qui nous a enlevé nos affiches, faisait partie L'UNEF. non, de la Corpo, c'est-à-dire Ah, ok. une association étudiante qui n'est normalement pas orientée politiquement, et c'était que des blancs. Donc c'était vraiment risible parce que tu te disais, mais c'est le monde à l'envers, et ils nous insultaient de racistes. Alors le tableau était magique parce que je me souviens très bien d'un étudiant qui avait vu la scène. Et lui n'était pas orienté spécialement politiquement, et il était là en mode, mais ça n'a pas de sens. Genre, il n'y a rien. Ouais, bah ça. Donc, voilà, Non, c'est mais des ça bêtes, fait bugger leur logiciel de pensée. c'est c'est Ils sont, extraordinaire. ils sont persuadés qu'on est le mal, hein, Doc, hein, donc c'est comme ça. De toute façon, Euh, je te conclus sur ça, et Ouais, là, on vas-y, vas-y. voit que c'est des individus profondément malsains. C'est que si, par exemple, tu as ben, un noir qui se revendique de droite, ils vont lui dire, t'es Ils vont un dire que c'est un faucon, bounty. t'es un bounty, et t'es un nanana de maison. Je dirais pas Ouais, le mot, mais ouais. voilà. Et attends, c'est des propos mais vraiment abjects. Genre, Anti-républicain, anti-assimilationniste, j'ai anti. jamais entendu, depuis que je suis à droite, je n'ai jamais, et je le dis honnêtement et en toute franchise, je n'ai jamais entendu un propos raciste. Et là, c'est le festival, quoi. C'est-à-dire Ouais, que ça y va. Donc vraiment, alors c'est un truc qu'on répète souvent, mais méfiez-vous de vraiment ceux qui veulent se placer comme étant les garants et les protecteurs de la vertu, parce que plus tu te places, plus tu fais le chevalier blanc, plus tu as des choses à cacher. Donc oui, oui, méfiez-vous de cela. absolument. Voilà. Non, je pense qu'il faudrait envoyer finalement les cadres Europe Écologie Les Verts en Afghanistan, et puis on prend des Afghans qui sont eux pour le modèle français finalement, qui luttent contre l'islamisme, on les prend eux, d'accord, et puis on envoie ELV, puisque finalement ils sont citoyens du monde, et je pense qu'ils auront Ah oui. aucun problème à vivre là-bas. Parce que si on suit leur logique, citoyen du monde, donc tu peux aller vivre où tu veux. Bah oui, absolument. Il n'y a pas Donc, de donc, civilisation. pourquoi ne pas aller en Somalie? Va vivre avec tes autres frères. Va, petit oiseau, vole. Prends ton envol. Oui. Ouais, alors il y a cet article. Alors, on nous a reproché, il y a pas longtemps, parce qu'on tape beaucoup sur Europe Écologie Les Verts. Mais en même temps, les amis, c'est gratiné. Enfin, je veux dire, c'est offert des fois. Il faut savoir un petit Oui, peu on se n'est servir pas quand on nous tend quelque chose non. comme ça. On est obligé, je veux dire, on est que des hommes finalement. On est obligé de se laisser tenter. Et Cette émission est basée sur ça, c'est-à-dire que faut taper un peu. oui, C'est une émission où on fait de la revue d'actu, mais un peu viril, quoi. mais oui, oui, Voilà. un peu, Voilà, ouais,
Voilà. Faut taper un peu. Donc on nous a reproché de faire un peu une chasse aux sorcières avec Europe Écologie Les Verts. Alors, chose amusante quand même, c'est que Sandrine Rousseau a dit: «Je préfère des femmes qui jettent des sorts». Donc le mot chasse aux sorcières n'a jamais aussi bien porté son nom. D'où vient cette référence aux sorcières de Sandrine Rousseau? Alors c'est un article de l'Obs, mais voilà, donc Sandrine Rousseau toujours qui pousse le truc. C'était juste pour terminer là-dessus parce que c'est ELV qui vous le reproche. Oui, bah, je pense, hein, évidemment. Chaque jour, il y a 12 pépites. Oui, mais en fait, c'est le souci. Il faut se dire quand même que nous, on regarde l'actualité. On regarde un petit peu ce qui se passe. Donc on lit Marianne, Le Figaro, on lit Libération, les amis, tous les jours. Et finalement, ceux qui nous offrent le plus beau contenu, c'est eux. C'est eux avant tout. Mais moi vraiment, je lance un appel ce soir, un appel aux dons pour Sandrine Rousseau, pour l'envoyer à Universal Studios, pour qu'elle aille visiter donc les locaux de là où ils ont tourné Harry Potter. On lui achète une petite baguette, un petit chapeau, on est bien. Si elle veut se sentir sorcière d'un jour, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, vraiment, je me... Serpentard ou Gryffondor, Doc? Non? Plutôt Voilà, Pouf plutôt Souffle? Serpentard, à mon avis, plutôt Serpentard. Plutôt machiavélienne, plutôt Serpentard. Donc, moi, je vous dis, ce soir, on ouvre un appel aux dons pour que Sandrine Rousseau aille à Universal Studios se sentir la sorcière d'une journée. Ouais. Voilà, donc elle achète sa petite baguette, elle achète un mug Harry Potter, on la met bien, quoi, vraiment, c'est cadeau. Ouais. On lui offre et après, elle fait une petite escale en Afghan Ouais, c'est pour, ça. Et elle va leur jeter des sorts, là. ouais, pour aller avec son projet de sorcière. Voilà, on va voir ce qu'en Je pense pense qu'on tient quelque chose, là. On tient une idée de Ouais, cagnotte, on donc tient une idée, faut qu'on vraiment. travaille dessus, activement. Financement, les gars, on donne, hein, faut donner là, donc. Mais on est c'est nous les véritables humanistes, finalement. On finance les projets, les rêves de Sandrine. Donc, Sandrine, Corinne, finalement, on y est presque. Donc, Ouais, les voilà. Léo, Ouais. Ouais, je pense qu'on peut travailler dessus. c'est Bon, ça. si eux élevaient à 10% pour les présidentielles avec toutes leurs bêtises publiées, je comprendrais pas du tout pourquoi pour le coup. Bah, les France des métropoles, voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense que faut pas trop s'avancer. ELV peut faire un bon score, surtout je pense que Mélenchon va se ranger derrière eux. Puisque bon, finalement, ils se sont entendus sur l'anti-France au final, ce qui est le plus important à leurs yeux. Donc peu importe l'économie, se prendre la place, ça coûte plus cher. Nanana. Ouais, bon. Alors il y a un petit débat du coup sur l'écologie sur le chat. La gauche n'est pas assimilationniste car c'est une forme de nationalisme qui leur est insupportable. Oui, maintenant l'assimilation est considérée, et l'universalisme même, est considéré comme les pays anglo-saxons et comme nos gauchistes, on va dire, un peu l'essence de la gauche, typiquement Europe Écologie Les Verts, les woke, hein, comme on dit, typiquement sont contre l'universalisme puisqu'ils pensent que c'est une sorte de néocolonialisme, etc. et que c'est quelque chose de raciste. Donc oui, évidemment. Mélenchon se ranger derrière quelqu'un. Ah, je ne ne sous-estime pas la soumission de Mélenchon. Je pense qu'on va bientôt y arriver. Bon, en tout cas, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bonne émission, en tout cas, on a bien rigolé. On a une Ouais, bonne émission. sur une note joyeuse. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Je sais pas ce qu'on a pensé le chat de cette émission, mais on a bien rigolé. Franchement, Ouais, c'était pas. je pense que c'était sympa. Vous pouvez retrouver le doc sur YouTube. Vous pouvez retrouver également ses podcasts sur Spotify, où il y a notamment les émissions, la revue de presse qui y sont. Un replay. Voilà. Et on a également d'autres émissions qui sont dans les fourneaux pour pour les prochaines semaines sur Twitch, avec notamment d'autres animateurs. Donc voilà, ça va être sympa. Et voilà, donc merci Corsinu pour... il a mis ton Linktree, hein, donc t'inquiète pas, tu as tout. C'est très gentil. Et Dedans, Instagram, le ton baron, YouTube, ton Instagram, ton OnlyFans, non, je sais pas trop. voilà, Euh, les Donc, conservateurs ne twerkent pas. Les conservateurs ne twerkent pas. c'est ça, les conservateurs ne twerkent pas. Et voilà, et n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur la page Twitter de Génération Z. Merci. Bon, Moubot, bon, c'est Moubot, c'est pas Corsinu. Rejoignez-nous, et puis je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine. Salut à tous. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Ciao.